Atlantique Soir. Le débrief de l'info. Jusqu'à 19h. Avec Chahid Hamadi. Atlantique Soir, 18h42, quatrième et dernière partie de notre émission. Merci de nous suivre. Heureux qui, comme Ibn Battuta, a fait un beau voyage. Ibn Battuta, 1304-1369, célébrissime explorateur né à Tanger. Entre 1325 et 1355, il a parcouru environ 120 000 kilomètres, une très grande partie du monde musulman, de l'Afrique du Nord à la Chine, en passant par l'Inde et l'Afrique subsaharienne. Son fameux récit de voyage de la Rihla restera à jamais un témoignage géographique et culturel inestimable. C'est à ce personnage marocain hors norme, hors du commun que le 31e Salon international de l'édition et du livre, dont l'ouverture officielle a été présidée tout à l'heure par son Altesse Royale le Prince Moulay Hassan, le ciel qui rendra hommage à partir de demain donc à Ibn Battuta. Avec nous, Reda Almerini, essayiste, romancier. Au XIVe siècle, alors que la plupart des hommes ne s'éloignent jamais de leur région natale, eh bien, il y a eu ce jeune Marocain qui a quitté Tanger avec une simple intention, dans un premier bord, accomplir le pèlerinage à la Mecque. Il ne le sait pas encore, mais son voyage durera près de 30 ans et il le mènera aux confins du monde. Ibn Battuta, donc, explorateur, juge, diplomate malgré lui, il nous a laissé le témoignage exceptionnel sur les sociétés de son époque. Qui était vraiment ce Ibn Battuta et que nous raconte son extraordinaire pérégrination à travers la planète? Reda Almerini, bonsoir. Bonsoir. Alors la question c'est ça, qui était Ibn Battuta, son départ de Tanger? Est-ce que c'était un simple acte religieux ou bien est-ce que c'était une forme de nécessité d'évasion éprouvée finalement par tous les jeunes du monde entier? Ibn Battuta, c'est une légende marocaine, et c'est une fierté, c'est quelqu'un qui inspire. Et déjà, dans votre présentation, vous avez dit, à mon avis, l'essentiel de qui était Ibn Battuta. Il était bien né, il était bien formé au droit islamique, et évidemment, tout ceci le préparait pour une vie stable. Mais évidemment, quelque chose s'est passé. Il va bifurquer très tôt, et derrière le savant, en fait, il y avait un tempérament inquiet, un tempérament curieux. Il était incapable de rester sur place. Il est parti, c'est vrai, pour la Mecque. Il a accompli le pèlerinage, mais en fait, je crois que c'est là, au lieu de prendre le chemin du retour, je crois que sa vocation, il l'a découverte à ce moment-là, et il a préféré continuer. Mais continuer où? Pour faire quoi? C'est ça qui est extraordinaire. Mettons-nous à sa place. Eh bien, à l'époque, et là je parle évidemment aux gens d'aujourd'hui, il n'y avait pas de booking, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de moyens de communication, il n'y avait pas même géolocalisation. Et pourtant, rien ne l'a empêché pour aller explorer le monde. Voilà, il y a 700 ans, le 14 juin 1325, le Tangérois débutait un long périple. À quel moment le voyage est-il devenu pour lui une vraie obsession? Très vite, parce que une fois qu'il était à la Mecque, qu'il a terminé le pèlerinage, il aurait pu rentrer. Et c'est ça qui est extraordinaire. Il n'est pas rentré. Il a compris que finalement, son voyage à la Mecque, que la Mecque elle-même, ce n'était qu'une étape. Donc, son mode de vie n'est pas un mode de vie sédentaire, c'est un nomade. Nomade, pèlerin, devenu voyageur. Jusqu'où est allé Ibn Battuta et que représente réellement l'ampleur de ces voyages dans l'imaginaire? Oh, c'est un voyage immense. Mais même aujourd'hui, à l'heure de tous ces moyens de transport rapides, il est inconcevable. Il a été en Afrique de l'Est, il a été en Inde, en Asie centrale, mais il a été jusqu'en Chine. Bon, on a calculé, on a estimé qu'il a fait à peu près, vous l'avez dit tout à l'heure en introduction, à peu près 120 000 kilomètres. Il a fait, tenez-vous bien, plus que Marco Polo. Mais contrairement à Marco Polo, Ibn Battuta ne faisait pas juste passer. Il s'installait, il s'impliquait, il vivait dans les endroits
où il estimait que il voulait faire une étape, s'arrêter. Mais il ne s'arrêtait pas uniquement pour passer, il s'arrêtait pour vivre avec les gens, pour participer à leur vie, à leur mode de vie. C'est extraordinaire. C'était déjà ce qu'on peut appeler un citoyen du monde. Je me déterminais à me séparer de ma famille et de mes amis. J'abandonnais ma demeure comme les oiseaux abandonnent leur nid. C'est ce qu'il écrit dans son récit de ses voyages, publié en 1358. Comment parvient-on à survivre à un tel périple, surtout au XIVe siècle? Grâce au réseau. N'oubliez pas que c'était un érudit en matière de droit islamique. Donc, quand il arrivait, il avait vite, comme c'était naturel, ses entrées dans les mosquées, chez les savants, les routes commerciales. Donc, il y a une chose peut-être qu'on oublie, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez aller du Maroc jusque, disons, rien que au Yémen ou en Arabie Saoudite, vous savez combien de pays qu'il faut traverser, pour lesquels certains il faut avoir des visas, d'autres peut-être vous ne serez même pas acceptés. Bref, c'est compliqué. À l'époque, vous pouvez aller du Maghreb au Mashrek et faire des milliers de kilomètres, mais toujours dans le même univers, l'univers musulman. Donc, c'est extraordinaire. L'interconnexion dont on parle aujourd'hui, elle existait bien avant. Le monde musulman à l'époque était déjà interconnecté. Alors lorsqu'il quitte sa ville natale, Tanger, le jeune homme est alors âgé de 21 ans. Il ne sait pas encore qu'une longue et extraordinaire vie d'exploration s'ouvre devant lui. J'imagine que qu'Ibn Battuta, intrépide, a été naturellement confronté au doute, à la peur et au danger. Évidemment. Ce que peut-être j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, à votre question précédente, c'est que dans ses déplacements, il avait ce don, il avait cette capacité de se rendre utile. Lorsqu'il arrivait et qu'il entrait en contact, comme j'avais dit tout à l'heure, avec les savants de l'endroit, avec les gens de l'endroit, eh bien, il savait se rendre utile. Il enseignait, il jugeait, il pouvait faire juge, il conseillait. Donc, il apportait tout de suite une utilité et une raison pour qu'il soit accepté. Alors, est-ce qu'il a eu peur ? Bien sûr, il a eu 1000 fois des occasions d'avoir peur. Il a été attaqué, il a été malade, il a été trahi. Hein. Vous savez, on sait jamais sur qui on tombe. Mais c'est ça qui est frappant chez lui. Il avait une capacité à rebondir, comme si le danger pour lui ça faisait partie du jeu. C'est normal. C'est pas un obstacle, le danger pour lui. L'obstacle c'est plutôt un ressort pour rebondir. Justement, il lui est arrivé une chose quand même extraordinaire. Ibn Battuta est devenu juge dans son escale en Inde. Comment expliquer cela? Est-ce que c'est le fruit du hasard ou bien une stratégie calculée dès le départ? Un peu des deux, mon général. Et il a des compétences pour être juge. Mais aussi, il a une vraie intelligence sociale. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il sait se placer là où il peut exister, où il peut apporter une valeur ajoutée. Et c'était à la fois un survivant et un explorateur. Et aujourd'hui, à l'heure de la confrontation des idées et de l'analyse des textes, est-ce qu'on peut considérer ces récits comme totalement fiables? Pas totalement. Il enjolivait parfois, il dramatisait aussi des fois, mais attention, ce n'est pas un menteur, hein. C'est un narrateur. Donc, lorsque vous êtes un narrateur, vous avez tendance à présenter les choses de la façon qui soit, je dirais pas la plus agréable, mais qui est la plus fluide, la plus acceptable pour celui qui vous écoute ou qui va vous écouter. Donc, en fait, il racontait un monde et il se racontait dedans. Voilà, il était un peu journaliste avant l'heure. Bah écoutez, j'espère qu'il va vous inspirer puisque vous êtes vous dans le domaine. Alors dites-moi, il y a une chose quand même que tout le monde se pose comme question. Pourquoi Ibn Battuta a choisi de dicter son fabuleux récit au scribe Ibn Juzay plutôt que de l'écrire lui-même? Difficile de répondre à cette question. Je tenterai cette explication. Son voyage était finalement oral avant tout. Parce que il vivait, il ne consignait pas, il ne tenait pas un journal. Et donc,
quand il est rentré, il s'est confié de vive voix à un certain Ibn Juzay. Et c'est là, donc c'est pas lui qui a écrit la Rihla, c'est Ibn Juzay qui devient alors finalement une œuvre à deux voix, celle du voyageur et celle de l'écrivain. Alors, et comment doit-on finalement le considérer aujourd'hui, cet homme-là? Est-ce que c'était un homme libre dans sa façon d'être, dans sa façon de raconter, de restituer les faits, ou dépendant des puissants avec qui il travaillait, qu'il côtoyait? Encore une fois, ma réponse est les deux. Mon général. Mon général, évidemment. Il dépendait des sultans pour survivre. C'est normal. Vous avez besoin d'être protégé, vous avez besoin d'être nourri, alimenté, logé, mais il gardait une forme de liberté intérieure. Et finalement, il repart toujours. Il ne s'incruste pas, il ne cherche pas à faire partie du décor une fois pour toutes, une fois qu'il a été accepté quelque part. C'est ça sa vraie indépendance. C'est cette tendance à repartir au bout d'un moment, parce que peut-être il estime que ça suffit, il a tout vu déjà de cet endroit, il a besoin de découvrir autre chose. Voilà, c'est-à-dire qu'il voulait gagner sa vie en fait, au lieu d'être pris en charge. Oh non, il avait certainement trop de fierté pour être constamment pris en charge. Il se laissait prendre en charge le temps qu'il fallait pour satisfaire sa curiosité de l'endroit qu'il avait atteint. Voilà. Après donc le Maroc, il est passé par Tunis, Tripoli, Alexandrie, la ville de Raza, la ville sainte d'El-Quds, Damas. Il arrive finalement à la Mecque à l'automne 1326 pour son premier pèlerinage. Et vous l'avez dit, au lieu de rebrousser chemin, de prendre le chemin du retour, Ibn Battuta décide de poursuivre son voyage. Qu'est-ce qui rend son parcours unique en son genre et fascinant dans l'histoire des explorations humaines? J'aurais pu me contenter en vous répondant que déjà ce que vous avez décrit là, toutes ces étapes, c'est déjà en soi un fait unique. Mais je pense que il n'y avait pas uniquement ça, pas uniquement la distance, c'est aussi la densité de la vie qu'il vivait à chaque fois. Parce que en fait, c'est quelqu'un qui vivait plusieurs vies en une seule. Il était étudiant, il était juge, il était diplomate, il était témoin. Et quelque chose qui lui collait toujours, il était toujours étranger quelque part. Donc voilà, c'est cette densité de la vie qu'il menait qui rend son parcours unique. Voilà. Qu'est-ce qui faisait courir Ibn Battuta? Pourquoi Ibn Battuta n'est jamais parvenu, ou voulu peut-être, mettre un terme à son odyssée? Écoutez, les gens, c'est des natures. Et sa nature est celle d'un homme libre, totalement libre. Donc pour lui, rentrer, ça voulait dire se définir. Ça y est, il va rentrer dans un moule, dans une catégorie sociale, dans une position sociale. Or lui, toute sa vie, il a refusé d'être enfermé dans une seule identité. Et peut-être, j'imagine qu'on s'oriente vers la conclusion. J'imagine aussi. Ibn Battuta n'a pas seulement parcouru le monde, parce que les gens retiennent souvent que c'était un pigeon voyageur. Non, il n'a pas uniquement parcouru le monde. Il a traversé des cultures. Il a vécu et découvert des pouvoirs, des peurs, des désirs. Et il nous laisse une question simple. Il nous interpelle à ce jour. Une question non seulement simple, mais dérangeante. Jusqu'où serions-nous prêts à aller si rien ne nous retenait? Effectivement. Mais une dernière question. Comment expliquer que cette incroyable aventure d'Ibn Battuta n'est pas inspirée jusqu'à aujourd'hui de grands réalisateurs, des cinéastes, pour faire pratiquement un film sur tout ce qu'il a fait? Moi, je partage votre interrogation et je la pose à nous-mêmes. C'est-à-dire, c'est à nous, Marocains, qui sont, qui ont eu la chance d'avoir un génie comme celui de Ibn Battuta. Pourquoi nous n'avons rien fait jusqu'ici pour lui rendre, sur un plan artistique, sur un plan culturel, sur un plan littéraire, tout le mérite qui lui revient et inscrire sa mémoire en lettres d'or dans notre histoire?
Reda Al-Marini, essayiste et romancier, merci beaucoup de nous avoir accordé un peu de votre temps et nous expliquer, nous faire partager votre passion sur Ibn Battuta, citoyen du monde. Merci aussi à Adil Rami pour la partie technique. Khadija Jabel sera là dans 2-3 minutes grand maximum pour la synthèse de 19h. Bonne soirée à vous tous sur Atlantique Radio. Atlantique Soir, le débrief de l'info.